Allez-vous ce matin? Très très bien, vous êtes légèrement comme d'habitude. déshabillé. Ah oui. Il fait chaud quoi? Il fait très chaud dans le studio. Et juste peut-être. Et puis on a envie que le printemps arrive, donc, enfin que la ça y est, chaleur il est arrive. déjà arrivé, le printemps. Oui, mais là il fait quand même froid. Oui, Hein. ce matin, effectivement, on relevait des -1 du côté notamment de. -3 à Pontoise. Oui, aussi, c'est vrai. Une des thématiques que vous allez aborder dans un instant. L'international, la Chine et les entreprises de taille intermédiaire, avec un beau fleuron à mes côtés de l'industrie française, c'est l'entreprise Manutan. Super, alors on se retrouve d'ici quelques instants avec vous au Florenceur pour le bar de l'économie. À très vite. Tu m'impressionnes. Pourquoi? Quelle dextérité. Bon, j'espère qu'on a des belles musiques. kilométrage là-dessous. Alors, la voilà. Ah bah super, merci. Vous en avez besoin? Oh, je pense. Ou pas? On a la même chose, je pense. Bah Par oui. contre, t'es pas rapide pour déménager. Ouais, c'est bon. Non, mais je suis désolé. J'ai ça aussi si vous voulez. Vous l'avez ça? Ouais. Ça Vous va, l'avez? c'est tranquille. Ou vous le voulez? Attention. J'espère que je ne vais pas être prise de canne du tout. Fais-la. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour 90 minutes d'information avec Philippe à la technique. Et puis nos chroniqueurs du jour. Aujourd'hui, on a 3 personnes, nos 3 chroniqueurs. On a Bruno Vigoureux pour la cuisine. On va avoir Jean-Claude Durousseau pour les entretiens médicaux d'Anguin, la petite chronique santé du jeudi. Et puis on aura la chronique RH avec Georges-Olivier Carré. Aujourd'hui, nous allons parler international, de la Chine, nous allons parler bien sûr de l'Europe, nous allons parler de l'industrie et des entreprises de taille intermédiaire. Et pour cela, j'accueille tout de suite Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour. Vous présidez un cabinet de conseil en économie et en investissement. Vous êtes une spécialiste de l'économie et vous conseillez notamment des banques, des entreprises. Je vous ai reçu en février dernier. On a parlé ensemble de l'Allemagne. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'industrie et la croissance, en particulier l'automobile, et puis la Chine, car la Chine se mondialise. Les titres libellés en CNY vont entrer dans les principaux indices. Bloomberg a confirmé son intention d'ajouter les obligations chinoises libellées en CNY dans les indices bien connus. Et puis si on a le temps, si vous pouvez, Véronique Riche-Flores, on aimerait vous entendre parler un peu de l'Europe. Va-t-on y arriver? C'est la question que tout le monde se pose. À vos côtés, Pierre-Olivier Brial, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club des entreprises de taille intermédiaire, un jeune club, en tout cas des tailles intermédiaires d'Île-de-France, il faut que je souligne. Et vous êtes aussi le président d'un fleuron français, comme je le disais tout à l'heure, c'est Manutan. Manutan, c'est 50 ans d'expertise et plus de 150 000 références, allant de l'équipement industriel à l'outillage, en passant par l'emballage ou le mobilier de bureau. Donc vous nous expliquerez un petit peu cette histoire de 50 ans pour monter un groupe qui est présent dans 20 pays européens au travers de 24 sociétés, 200 000 références, 600 000 clients, 24 sites marchands, c'est énorme et on est ravis de vous avoir à nos côtés. Et à vos côtés, Boris Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du cabinet Mawenzi Partners, un cabinet de consultation en organisation et stratégie créé il y a 8 ans. Alors avec vous, nous parlerons des ETI qui d'ailleurs se digitalisent et créent des emplois, car entre 2009 et 2015, elles ont créé 325 000 emplois selon l'INSEE. C'est la catégorie des entreprises qui a le plus créé des emplois sur le territoire français. 78% des ETI ont leur siège en dehors d'ailleurs des grandes métropoles, ce qui est bien pour la France. Voilà, mais comme d'habitude, le jeu du matin, eh bien, ce sont les infos du jour commentées par nos invités. Et la première info que j'ai choisie, c'est le tri et le recyclage des emballages ménagers qui va changer pour toute la zone d'Anguin-les-Bains, gérée par le syndicat Émeraude à partir du 1er mai, donc c'est dans un mois, 2019, fini le casse-tête. Tous les emballages et papiers se jettent dans la poubelle à couvercle jaune sur les 17 communes gérées par le syndicat Émeraude, ce qui simplifie les consignes de tri. Désormais, une seule consigne à retenir, tout dans la poubelle à couvercle jaune, mais s'il vous plaît, lavez les choses avant de les jeter. Donc vous pourrez mettre le pot de yaourt, le pot de crème fraîche, le pot de rillettes, la barquette de jambon, la barquette de beurre, mais bien entendu,
hein, lavez-les. Vous pouvez aussi mettre la boîte à œufs en plastique, le sac plastique, le film blister, la barquette de polystyrène, le tube de crème ou de dentifrice. Ça, c'est tout nouveau. Voilà, et ça va rejoindre les bouteilles, les flacons, les papiers, les emballages, les briques en carton, les emballages en métal qui avaient la chance d'être triés puis recyclés depuis un certain temps. Voilà, le syndicat Emeraude trie annuellement 44,76 kg d'emballage ménager par habitant. C'est donc énorme et il pense que ça va même augmenter avec notre nouvelle manière de consommer d'ailleurs. Boris Imbert, peut-être un commentaire? Oui, je pense que je pense que ça va dans le bon sens. Quand on regarde tous en tant que citoyen à titre individuel, je mets au défi quiconque de savoir qu'est-ce qu'il faut systématiquement jeter dans la poubelle verte, la poubelle jaune. Et puis par ailleurs, je parle de poubelle verte et poubelle jaune. Et en fonction des régions, les couleurs ne sont même pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Et alors, si vous regardez sur les emballages, vous voyez aujourd'hui des formes de pictogrammes avec deux flèches, une flèche vers le haut, une verte, une flèche vers le bas. Donc vous voyez ça et vous avez l'impression que vous pouvez le jeter dans la partie emballage. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça correspond à une cotisation qu'ont payé les entreprises, mais derrière, ça ne veut pas dire que c'est recyclable pour autant. Donc ensuite, il faut regarder plus précisément qu'est-ce qui va dans telle ou telle poubelle. Enfin, ça devient un casse-tête assez impressionnant, malheureusement, dont on est souvent capable en France. Donc pouvoir simplifier ça et se dire, pour le bien de la planète, je suis capable de savoir facilement qu'est-ce que je peux jeter à droite, qu'est-ce que je peux jeter à gauche, je trouve que ça va dans le bon sens. Voilà, et du coup, dans la poubelle verte, en tout cas pour notre région, eh bien, ça n'est que le vert, je rappelle. Merci beaucoup, Boris Imbert. Autre info du jour, alors que Carlos Ghosn est à nouveau arrêté ce matin, le conseil d'administration de Renault, hier, refuse de lui verser une retraite chapeau. Il a été arrêté, les premières arrestations, c'était le 19 novembre à Tokyo, au Japon. Il était inculpé par la justice pour des accusations de malversation financière et pour abus de confiance. Il est obligé de résider au Japon et il est interdit de quitter le pays. Il avait fait valoir ses droits à la retraite en janvier dernier. Le conseil d'administration de Renault estime que les conditions de départ de l'ancien PDG ne permettent pas de lui verser la rente annuelle attendue de 765 000 €, rente qui devait lui être versée jusqu'à sa mort. Concernant la rémunération variable de Carlos Ghosn au titre de l'exercice 2018, là aussi, le conseil d'administration souhaite que l'ex-PDG ne touche rien au regard des agissements et de sa conduite personnelle. Il invite même l'Assemblée générale des actionnaires prévue en juin à ne rien lui accorder. Concernant son salaire fixe, Carlos Ghosn a déjà touché le million d'euros qui lui était dû en 2018. Le nouveau président du conseil de Renault, Jean-Dominique Sénard, a divisé son salaire par moitié. Il est fixé à 450 000 €. Il semblerait que Carlos Ghosn a détourné la somme de 13 millions d'euros et les Japonais sont également très vexés de voir que les Français ont un double vote aux assemblées alors qu'eux n'en ont qu'un. Autre affaire du jour, alors c'est plutôt pourquoi en France, nous ne sommes pas tellement habitués à des montants extravagants de retraite chapeau et donc qui est donc le champion? Eh bien selon le Conseil d'orientation de la retraite, ce sont les entreprises américaines qui sont aux 5 premières places du classement des super retraites chapeau. Tout en haut du classement se trouve le groupe de distribution pharmaceutique McKesson, puis les géants de la distribution Walmart, suivi du pétrolier ExxonMobil, du cigarettier Philip Morris et de General Electric. Alors un petit exemple, eh bien en novembre 2018, McKesson, le distributeur pharmaceutique américain, a annoncé le départ de son président, John Hammergreen, 59 ans, avec une retraite totale de 114 millions de $, soit 101 millions d'euros, après avoir passé 17 années au cours desquelles il a multiplié par 4 les résultats et les rendements des actions ont grimpé de 400%. Voilà donc un petit peu comment ça se passe aux États-Unis et dans beaucoup d'entreprises internationales. Boris Imbert, en tant que consultant, la mentalité française est complètement différente. Alors, je pense que la mentalité française est différente. Alors, même si on a des cas qui sont parfois un peu choquants quand on entend parler de montants de retraite chapeau, tous les ans, on va avoir un cas typique. Cette année, en tous les cas très récemment, on parlait de Tom Enders. Airbus, donc. Exactement. La différence, en tout cas, ce qu'on peut voir, et puis, voilà, ce sera en lien tout à l'heure avec notre sujet autour des ETI. Je trouve qu'on est assez éloigné d'une forme de capitalisme raisonné, de capitalisme à visage humain à la française. Quand on interroge beaucoup de patrons d'ETI,
on se rend compte qu'ils sont animés par autre chose que par le retrait de chapeau, ils sont animés autre chose que par le simple profit, et ils considèrent que l'entreprise a une place dans la cité, a un rôle dans la cité, et je trouve ça remarquable. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Je pense que des jeunes aujourd'hui, même des personnes plus, même des actifs plus âgés, je pense, ne sont pas au courant que ce tissu-là économique existe, que ces personnes existent. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment remarquable. Et je pense notamment à un cas qui dit moi aujourd'hui, lorsque j'ai des bénéfices, je reverse 25% à tous mes salariés. Donc quelle que soit l'année, si les bénéfices sont très bons, 25% vont pour les salariés. S'il n'y a pas de bénéfices, les salariés n'en bénéficient pas. Mais là, on retrouve une forme d'affectio societatis, on retrouve un intérêt commun dans le monde de l'entreprise, assez éloigné de ces quelques exemples, à la fois caricaturaux et je trouve un peu destructeurs dans l'image pour le bien commun. Donc, autre éducation, en tout cas des Français par rapport aux Américains. Merci beaucoup, Boris Imbert. Autre affaire qui fâche, c'est ce dont je vous parlais hier. La première, c'est la vente de l'aéroport de Toulouse aux Chinois sous l'ère d'Emmanuel Macron, alors ministre des Finances, qui ponctionnent l'ensemble des bénéfices sans garder de quoi faire des investissements et qui viennent de faire voter pour les 5 prochaines années la poursuite de cette ponction financière. La seconde affaire qui fâche, c'est la vente de Technip, toujours sous l'ère d'Emmanuel Macron, alors ministre des Finances, à des Américains, la plus belle boîte d'ingénierie française qui a été vendue aux Américains, qui ont déplacé le siège de Technip à Londres, petit paradis fiscal, et donc bien sûr là, pas d'impôt pour la France. 2 affaires inquiétantes à l'heure où les députés ont voté la vente d'ADP, c'est-à-dire Roissy et Orly, à des privés. Et la question qui se pose, c'est pourquoi les gouvernements ne mettent pas des conditions d'exigence de résultats ou ne sont pas plus attentistes ou des conditions d'évolution de ces entreprises. On va poser la question à Véronique Riche-Fleurès. Bonjour. Oui, eh bien, pourquoi les États parce que c'est toujours très compliqué à la fois d'anticiper et parce qu'il y a effectivement des occasions qui se présentent et qui font que la vigilance n'est pas toujours au rendez-vous au moment où elle se présente. S'agissant de la stratégie chinoise, et en particulier donc, du cas de l'aéroport de Toulouse, je trouve que le sujet est particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire après une semaine de la visite de Xi Jinping, le président chinois, en Italie, en France, qui est l'occasion de bâtir des relations et d'établir des partenariats très importants. C'est que l'Italie a rejoint le groupe des pays qui font partie de cette initiative de la Chine, qu'on va baptiser, enfin qui se baptise d'ailleurs la nouvelle route de la soie. Oui, 13 pays déjà ont signé. Voilà, et on voit bien qu'il y a une attirance des Italiens et des autres, parce que les entreprises chinoises, ou le gouvernement et la Chine investissent à un moment donné où on est plutôt à court d'investissement, donc c'est plutôt bienvenu, surtout dans les infrastructures. Et puis l'inquiétude est précisément qu'au-delà de ces beaux projets, l'essentiel, enfin où les Chinois se gardent la part du lion et qu'il n'y ait pas beaucoup de retombées sur le long terme, ni sur les développements de nos entreprises, qui sont souvent des proies par ailleurs, ni sur des retours et des investissements donc, de ces bénéfices. Alors du côté chinois, il faut bien avoir en tête que la Chine a un problème économique fondamental, qui est qu'aujourd'hui l'économie dégage de moins en moins d'excédents commerciaux, c'est-à-dire que la vente de ses produits nets lui rapporte de moins en moins. Or, la Chine est une économie qui vieillit très rapidement, qui n'a pas terminé son développement, qui aura besoin de ressources considérables à l'avenir. Et en investissant à l'étranger, la Chine escompte des retours qui doivent revenir dans son pays. C'est comme ça qu'a procédé le Japon dans les années 80, qui fait qu'aujourd'hui, l'économie japonaise a des retours d'investissement, des revenus de ces investissements qui lui permettent d'avoir un excédent courant très important qui protège le pays de la faillite liée à cette problématique de déficit public. Donc vous voyez que
la situation est quand même très stratégique. On va continuer à en parler dans quelques minutes, si vous voulez bien, Véronique Riche-Flores. Mais une petite question qu'on se pose, c'est est-il vrai que le gouvernement demande à ces entreprises investisseurs de rapatrier les capitaux en Chine? Oui, bien évidemment, tout un tas de sollicitations. Donc vous le confirmez. Sont très fortes. Merci beaucoup pour ce commentaire. Autre info du jour, c'est l'ouverture de l'hôtel artisanal de la Chambre des métiers et de l'artisanat à Paris le 9 avril prochain. Cela se passe au 140 rue d'Aubervilliers, dans un nouveau lieu de 1500 m². On peut dire que la production artisanale réinvestit Paris. Le marché parisien est bien sûr, des locaux d'activité de production est bien sûr trop cher pour les jeunes artistes, à la recherche de surfaces modestes, à des niveaux de loyer compatibles avec leur rentabilité financière. Et donc la CMA a investi dans cet hôtel d'entreprise artisanale. 21 locaux d'activité sont répartis, 13 ateliers d'une superficie comprise entre 30 et 114 m², puis une pépinière de 8 ateliers d'une superficie comprise entre 30 et 46 m², à des conditions bien sûr attractives. On y trouve par exemple le plumassier Éric-Charles Donatien que nous avons reçu le 28 mars dernier, mais il y a aussi un néoïste, Alexis Dandrès, il y a une créatrice d'objets en porcelaine, il y a un designer d'objets du quotidien, une conceptrice de costumes en maille, une créatrice de vêtements, un fabricant de bijoux, une créatrice de soins, voilà. De nouveaux artistes viennent s'installer à Paris et c'est bien pour l'économie française. Parce que c'est très difficile comme métier, les artisans d'art, c'est quand même très beau. Autre info du jour, c'est donc la Chine, le laboratoire du commerce digital d'Auchan et de Carrefour. On appelle ça la nouvelle distribution, en anglais le New Retail. Alors, 4 méthodes de vente. Voilà, je vais vous expliquer les 4 méthodes. La première se fait avec un smartphone. Avec son mobile, le consommateur scanne les produits qu'il place dans son panier électronique. Il paye depuis n'importe quel endroit du magasin avec son téléphone et il ressort. La deuxième méthode, c'est la reconnaissance faciale. Dans un magasin développé par Carrefour avec Tencent, le leader chinois des services internet et mobile, le client enregistre son visage sur une application de téléphone, il fait ses courses et une fois en caisse, il regarde juste la caméra qui le reconnaît et plus besoin de sortir ni ses billets ni sa carte bancaire. Une technique qui fonctionne bien en Chine puisque des centaines de millions de visages sont mémorisés dans des bases de données. Ça, je l'ai déjà expliqué pourquoi. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Troisième technique, donc toujours pour le commerce, le Auchan Minute, le magasin sans vendeur. Il s'agit d'une mini supérette de moins de 20 m², une sorte de boîte par exemple posée sur un parking où se trouve un nombre de produits alimentaires limité. Le client pénètre dans la boîte après un scan à la porte avec son mobile. Une fois à l'intérieur, il fait ses courses en solitaire sous la surveillance de la caméra. Et pareil, plus besoin de payer ni de sortir son porte-monnaie. Il ressort et c'est débité directement. Quatrième et dernière façon de faire ses courses, eh bien j'achète et je déguste. Les hypermarchés Emma ont été lancés par le site de commerce en ligne chinois Alibaba. Ils vendent des produits frais. Alors si le client est pris d'une petite faim, eh bien il peut demander à ce qu'on lui prépare immédiatement un poisson qu'il vient de choisir en rayon. Il le mange sur place dans une zone de restauration conviviale. Et sinon, le client demande la livraison garantie en moins de 30 minutes dans un rayon de 5 km. Si vous allez par exemple au centre Leclerc, pas très loin d'ici, à Franconville, eh bien ils sont en plein travaux en ce moment. Ils créent un espace pâte et pizza, voilà, pour retenir le client. Et oui, tout l'intérêt c'est de garder ses clients, vous qui sont volages, et de les retenir. Voilà les 4 façons de pouvoir consommer dans le futur et qui vont sans doute arriver en France. Dernière info du jour, eh bien c'est la région Île-de-France qui veut jouer un rôle de facilitateur de développement de courants d'affaires. Ça a eu lieu hier, c'était la première rencontre du Paris Région Business Club, créé par la région Paris-Île-de-France pour rassembler les plus de 2500 entrepreneurs qui au fil des années ont bénéficié d'une aide financière de la région Île-de-France. Il s'agit de la gamme UP, comme j'en parle régulièrement. 17 entreprises de taille intermédiaire étaient réunies hier avec 120 TPE et PME innovantes, lauréates des aides de la région Île-de-France, qui se sont rencontrées toute la matinée lors de speed meetings pour trouver des opportunités de business et répondre aux besoins d'innovation des ETI. En effet, à ce qu'il paraît, les ETI ont du mal à accéder aux nouvelles technologies et aux solutions développées par les startups et les PME franciliennes face à la dispersion et au foisonnement de notre écosystème d'innovation. Et de leur côté, les startups
elles ne vont pas cibler, elles ne pensent pas à contacter les ETI dans leur prospection commerciale. Elles pensent qu'il vaut mieux contacter les grands groupes. Et donc la région Île-de-France joue un rôle de facilitateur. On va demander à Pierre-Olivier Brial comment s'est passée cette rencontre. Très bien, c'était une rencontre alors organisée entre le club ETI et le Paris Région Business Club. Donc c'était vraiment une rencontre commune qu'on a organisée avec une volonté effectivement d'abord d'avoir une coordination entre les différents clubs de la région, hein, puisqu'on démarre en start-up, on devient une PME, puis une ETI. Et puis c'est aussi une logique aujourd'hui de développer les achats territoriaux, basés sur ce que font les Allemands par exemple, où de façon un peu triviale on dit qu'ils chassent en meute. Et nous on ne fait pas assez en France. Et donc c'est aussi cette logique de dire unissons-nous, on est à côté, on ne se connaît pas forcément. Et donc c'était un vrai succès. Et beaucoup nous ont dit d'ailleurs l'année prochaine, donc date est prise pour la deuxième année. Et on aura, j'en suis sûr, plus d'ETI et encore plus de participants côté Paris Région Business Club. En fait, on ne pense pas... En Val d'Oise, il y a déjà des clubs qui font ça, donc ça évite les déplacements et ça fait des économies. Les clubs de type club ETI, aujourd'hui, alors là on est vraiment sur la partie Île-de-France. Vous avez deux mondes qui s'ignorent un peu parfois, c'est-à-dire qu'effectivement les startups pensent naturellement aux grands groupes pour aller développer leurs pilotes, leurs projets. Les ETI ont parfois une certaine frilosité, pensent que les startups, leurs technologies ne sont pas adaptées. En fait, c'est complètement faux. Aujourd'hui, c'est deux mondes qui peuvent se rencontrer facilement. Pour les startups, une ETI, c'est la garantie d'avoir des projets très courts et donc du business assez rapidement. Et puis pour les ETI, les startups sont des vrais accélérateurs. Nous, Manutan, par exemple, on a aujourd'hui, grâce à des partenariats avec des startups, développé des solutions extrêmement innovantes qui tirent notre croissance. Et donc ces deux mondes sont vraiment faits pour collaborer l'un avec l'autre. Merci beaucoup Pierre-Olivier Brial. Je vous propose tout de suite notre première pause musicale et ensuite on va passer la parole à Véronique Riche-Flores pour son analyse internationale. Bonjour François, ça va? Moi je j'en ai pas non plus. Ok, super. Bah, Formidable. c'est bien. C'est Bah oui. pas facile d'arriver, mais enfin. Bonjour Jean-François. Ça va bien? Bah ouais, c'est sympa. On s'est salué. C'est ça, exactement. Maurice Imbert. Un produit crédit RH, C'est pas facile, de j'ai santé développé dans des et touches pas santé. manger bio, c'est ça? Non, elle est trop longue. Il n'y a pas de manger bio. Ça fait que 13 minutes, donc on la passe pas. Et... Non, tu la mets pas alors? Non, je la mets pas. C'était au cas où j'ai un trou, oui. Ah Au d'accord. cas où. Alors on la met pas, je la vire. Alors. Oui, c'était au cas où il y a une personne qui ne vienne pas. Il est arrivé, c'est bon. Tout le monde est là, donc tout va bien. Ça va Ça Jean-François? va, on s'ennuie pas. C'est pas facile d'arriver, hein, ça bouchonne. De pire en pire malgré le pont qui a été avali. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui? On peut parler de l'aéronautique, on a 2-3 salons. On peut parler de la préparation du Bourget, on peut parler de l'e-base, de l'aviation d'affaires. Enfin, on peut faire un focus un peu aéronautique. D'accord. J'ai reçu un consultant super du cabinet Kea Partners, vous connaissez? Ouais, très bien, ouais. Il était sur l'aéronautique, il nous a fait un truc magnifique il y a une semaine. D'ailleurs, il veut revenir. C'est bien. Alors je lui ai dit ok. Comment il Ça va. s'appelle? Non. Ah non, je sais plus, comme je reçois 3, 4, je vois 5 personnes par jour, ma tête elle explose. Hein. Je vous dis pas, j'ai 2000 mails en attente. C'est beaucoup de 1000. Bon, allez, j'en enlève 200, mais je Ça reçois reconstitue quelquefois un peu. 200 mails par jour. C'est... Ah oui, c'est ce que c'est terrifiant. La semaine prochaine, j'ai Alexandra Dublanche qui vient. Ah, mais on était ensemble hier. Bah oui, j'imagine. On a inauguré ensemble. Ouais, on travaille pas mal ensemble. Bah, c'est bien. Enfin, la région bouge, j'allais dire. Oui, là, on est en train vraiment de faire des choses très bien. Et le club, ça prend une ampleur au bout de 18 mois très forte. Donc voilà, on est content. Super. REM, c'est ce groupe-là, ça? Ah, je savais plus. D'accord. Je connais les chansons, mais alors après, moi, mettre un nom dessus... Il y a des outils logiciels pour ça. Oui, c'est ce que fait mon fils, là. Je dis bah oui, on les fait écouter par le téléphone,
Et on a toutes les infos. Shazam. Voilà. Voilà, avec exactement. Shazam. Truc de pro. Ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. Donc, quand je fais mes sélections musicales, c'est comme ça que je fais. Mhm. Bon, pas plus d'une minute, 1 minute 30, hein, comme d'habitude, c'est des extraits, Philippe. Parce que nous, on n'a pas le temps, ils ont beaucoup de choses à dire. Allez, on y va. On repart. Mhm. C'est comme ça au bar de l'économie. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Véronique Riche-Flores, qui préside le cabinet de conseil du même nom en économie et en investissement. Je suis en compagnie de Pierre-Olivier Brial, président du club des ETI et puis également de l'entreprise Manutan, installée d'ailleurs en Val d'Oise, de Boris Imbert, fondateur du cabinet Mawenzi Partners, et de Jean-François Benon, directeur général plutôt du CEVO, qui vient nous voir régulièrement tous les mois et avec qui nous allons faire un point aéronautique. Alors Véronique Riche-Flores, ensemble on va continuer à parler de la Chine si vous voulez bien. On a commencé en commentant nos infos du jour. Donc quel est votre bilan, vous, de la Chine aujourd'hui ? C'est un bilan à bien des facettes, si je peux dire. Non, une chose me paraît importante, c'est la perception qu'on a de la Chine, c'est-à-dire d'un futur vaste marché qui bénéficierait, qui profiterait à toutes nos entreprises. Je pense que la situation de l'économie chinoise elle-même est beaucoup plus complexe et qu'il faut sans doute en attendre moins que ce qu'on a en tête. Pourquoi ? Essentiellement parce que les développements ont déjà eu lieu, parce que ces développements et cet essor s'est fait sur la base d'un endettement absolument phénoménal et que de fait, et on le voit d'ailleurs, les mesures de soutien du gouvernement qui ont été très nombreuses depuis plus d'1 an ont beaucoup de mal à avoir un impact sur la demande et y compris sur l'activité industrielle, laquelle est pénalisée par une demande internationale qui est relativement faible et une perte de compétitivité parce que bien évidemment le niveau de vie des Chinois augmente, donc le coût salarial augmente et que la Chine, les produits chinois sont déjà très présents dans beaucoup de pays, donc ce qui est fait n'étant plus à faire ou étant plus difficile à approfondir, on voit que les rouages de ce qu'ont été ce qu'a été le mode de développement chinois jusqu'à récemment, sont usés. Donc, changement de stratégie nécessaire. Et ce changement conduit les entreprises chinoises, bien soutenues par le gouvernement, effectivement, à aller chercher la croissance ailleurs, à l'extérieur, notamment en Europe. Et donc la fameuse route de la soie dont vous parliez tout à l'heure, 13 pays ont déjà signé. Est-ce un bien finalement pour l'Europe ? C'est la question qu'on peut se poser. Écoutez, sur le papier, dans un monde idéal, on pourrait effectivement se réjouir de ces nouveaux partenariats, des perspectives de croissance, de développement en infrastructure, de développement de moyens de communication entre l'extrême est de la Chine jusqu'à la Bretagne, si vous voulez. Et donc il y a une attirance, et qu'on voit bien d'ailleurs chez beaucoup d'hommes politiques, pour ce rêve de l'Eurasie qui pourrait notamment renforcer l'Europe dans sa capacité de faire front à l'hégémonie américaine. Voilà, un petit peu au-delà de cela, se pose bien évidemment la question du devenir ou de la manière dont ces choses et ce partenariat peut se faire, du devenir des entreprises européennes qui aujourd'hui sont très loin d'avoir la taille nécessaire, la taille critique pour faire face aux concurrents chinois qui apparaissent dans tous les domaines. Absolument tous les domaines, qui ne sont pas toujours déjà numéro 1, mais dont on sent qu'ils vont percer les choses probablement en 2-3 ans et arriver au niveau numéro 1 probablement dans tous les domaines également. Et dans cette stratégie, ce besoin de croissance externe de la Chine, on sent bien que nos entreprises risquent d'avoir la vie dure et d'être des cibles. Alors partenariat versus cible, souvent la différence est ténue, elle n'est pas toujours évidente. Il y a l'impératif ou l'appel du court terme également, typiquement ce qui se passe en Italie. L'Italie est à court, on a un gouvernement qui a besoin de montrer, de faire ses preuves, de montrer que les choses avancent. L'Italie est un pays complètement appauvri au niveau des infrastructures. D'ailleurs, on peut se poser la question des conséquences de la politique européenne, et qui naturellement va être très attiré à répondre favorablement aux appels du pied de la Chine, qui contourne de fait l'espace européen,
privilégie les relations bilatérales. Si on laisse faire dans ce sens, on voit bien que l'Europe va souffrir, on va se disloquer un peu plus et on est déjà très fragile. Donc, vous voyez que répondre à votre question est loin d'être évident. On peut penser que cette vague d'investissement chinois sera positive à certains égards, ne pas rêver et être très vigilant et sans doute repenser notre modèle européen. Je pense que l'exemple a été clairement mis sur la table avec le refus de la Commission ce qui concerne la fusion Alcatel-Siemens. Or, on le sait, sans cette fusion, la capacité des entreprises européennes dans le domaine à faire face à la concurrence chinoise est quasiment absente. Et donc, du coup, il faut mieux se protéger. On voit bien sûr que les Chinois ont investi au Portugal dans l'électricité, par exemple. Ils avaient acquis 21% de la société publique portugaise. Et du coup, maintenant, ils veulent la majorité. Donc, on voit quand même une hégémonie et un pompage, j'allais dire, systématique des ressources des pays à chaque fois qu'ils investissent. Donc, ça fait peur. Ça fait peur. Des pratiques également, puisque ces partenariats vont de pair avec des financements. On a quelques exemples récents de pays qui n'ont pas pu honorer leurs dettes. Et la Chine, en général, s'approprie les biens. Donc, voilà, tout ceci est quand même très préoccupant. Il y a un autre aspect également qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que quand les Chinois investissent ou ont comme ambition d'investir à Trieste et de faire de Trieste un grand port et d'arriver... Oui, puisque c'est ce qu'ils veulent. Voilà, ils veulent l'accès à la Méditerranée. C'est ça la route de la soie. Voilà, mais vous voyez qu'au niveau européen, imaginons que ce projet prenne de l'envergure, de l'ampleur, qu'il se développe comme on pourrait l'imaginer, vu les moyens qui vont être mis en face. Alors vous avez potentiellement un total rééquilibrage de l'Europe, c'est-à-dire que les ports de Rotterdam et beaucoup du nord de l'Europe vont se trouver plus concurrencés par le sud. Ce qui, là aussi, n'est pas sans conséquences, très difficile à envisager pas avec précision, mais sur l'équilibre européen, et peut-être que c'est un moyen de pression de l'Italie sur la Commission européenne, sur la communauté européenne, pour avoir plus voix au chapitre et arriver à obtenir un certain nombre de choses qu'elle n'a pas pu obtenir jusqu'à maintenant. C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Entre autres questions. Est-ce que l'Europe peut se protéger ou des Américains, ou des Chinois, ou des Russes finalement? Est-ce qu'on a les moyens? Comment on peut faire? C'est assez intéressant parce qu'en réalité, on est amené forcément à s'interroger. On a l'exemple américain avec la politique de Donald Trump et à contrario, une Europe qui se cabre ou qui peut donner l'impression, de se cabrer sur son souci d'ouverture, cette politique de multilatéralisme qui est partout contrariée et on est forcément amené à se dire, mais est-ce que l'Europe ne devrait pas faire comme les Américains, en réalité, se protéger davantage. Sauf que l'Europe sans commerce international, et surtout certains de ces grands pays, l'Allemagne en particulier, c'est quasiment plus rien. Donc on ne peut pas véritablement se le permettre. À partir de là, il faut rétablir des règles du jeu. Mais pas que des règles du jeu entre nous. Il faut qu'on assoie notre politique, notre volonté collective à l'égard du reste du monde, que ce soit d'ailleurs à l'ouest avec les Américains, parce qu'on va avoir des problèmes à gérer, ou à l'est avec les Chinois, vous l'avez très bien dit, l'Europe orientale et la Russie, voire davantage quelle politique européenne à l'égard de l'Afrique. C'est un sujet sur lequel beaucoup d'économistes réfléchissent aujourd'hui. Donc tout ceci... Voilà, constitue un programme de travail absolument monumental qui requerrait d'avoir des forces politiques très efficaces, très courageuses, très ambitieuses. Et c'est bien là que le bas blesse en grande partie, et c'est pas récent, et qu'on est en droit de se poser la question de la capacité de l'Europe à gérer ces énormes dossiers qui sont des dossiers absolument nouveaux par rapport aux bases sur lesquelles l'Europe s'est construite ces 50 dernières années. Donc finalement, j'en conclus dans ce que vous dites, donc finalement il faut que nos politiques soient beaucoup plus courageux, mais aussi beaucoup plus formés à l'international, parce que vous avez parlé de rééquilibrer les forces d'économie ou d'échange, et même de mettre l'Afrique ou même l'Amérique du Sud dans nos exportations, chose que peut-être on ne fait pas suffisamment. Très certainement, il faut également, parce que les populations européennes, bien évidemment, observent et elles ont peur. Et donc elles vont exiger.
et si l'Europe n'est pas exigée que les choses soient contrôlées et exigée d'être rassurée. Oui, sur un plus de certain nombre protectionnisme, points, vous voulez dire. et si on n'a pas l'impression que l'Europe fait ce travail, alors la réponse sera forcément celle d'un recours ou d'un désir de protection, de protectionnisme, dont on a du mal à imaginer d'ailleurs jusqu'où il pourrait aller. Donc c'est absolument vital, me semble-t-il, effectivement, que l'Europe et que les instances européennes avancent sur ces points. Ça veut dire que les politiques européennes prennent des positions, débattent, analysent et avancent surtout assez vite. Boris Imbert. Oui, juste un peu, parce qu'on parle de protectionnisme, on parle de politiques qui peuvent nous protéger des capitaux chinois, ce que je comprends très bien, ou qui devraient le faire plus. Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi la Chine comme un formidable marché, comme une formidable opportunité pour toutes nos entreprises d'aller vendre leur savoir-faire, d'aller travailler leurs innovations sur un marché, et vous l'avez très justement dit, qui est en train de s'enrichir, où les classes moyennes aujourd'hui sont de plus en plus importantes, donc des consommateurs de plus en plus importants, où on a un savoir-faire européen et parfois un savoir-faire français. Je pense, toujours en lien avec les ETI dont on parlait, on a pu rencontrer quelques ETI où on Les entreprises de taille intermédiaire. Quelques entreprises de taille intermédiaire, merci, qui ont un chiffre d'affaires à l'international relativement fort et qui, aujourd'hui, sont capables d'aller vendre en Chine des innovations, des savoir-faire français. Alors, tout à fait d'accord avec vous sur la partie protection. Voyons aussi la Chine et encourageons et les pouvoirs publics et les pouvoirs économiques français à aller se développer dans ces pays où on a un marché aujourd'hui extrêmement important. Voilà, mais à condition que les Français, comme on l'a déjà dit plusieurs fois à ce micro, protègent leurs brevets et déposent bien leurs brevets, parce que le problème des Français, c'est qu'on est très mauvais dans le dépôt de brevets. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit la douane la semaine dernière. On pense à déposer ses brevets à l'INPI, mais on ne pense pas à les déposer à la douane. Or, si la douane a connaissance des brevets, eh bien, elle peut mieux protéger nos entreprises françaises. Alors justement, Véronique Riche-Flores, à l'heure où la Chine, on va pouvoir investir dans les titres labellisés CNY, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de rééquilibrer finalement l'économie mondiale en allant, nous aussi, étrangers, investir dans des actions chinoises? Oui, c'est juste un rééquilibrage qui correspond à une réalité économique. On a cité tout à l'heure un certain nombre le fait que les entreprises chinoises sont très largement, pour beaucoup, au premier rang, avec un X, au premier rang mondiaux, et qu'il est naturel à partir de là qu'elles soient représentées dans les indices, et que ces changements de structure financière apparaissent au grand jour. Donc oui, c'est du point de vue de la financiarisation, de la globalisation financière, sont des opportunités qui paraissent naturelles et normales. Est-ce qu'on va en retirer des bénéfices? Je voudrais juste revenir sur ce que vous aviez dit. Bien évidemment que la Chine est un grand marché et que ça offre un potentiel. La Chine a tiré l'économie mondiale en dehors de la récession de 2008. Il ne faut pas oublier ça. Les banques centrales ont fait une partie du travail. Le premier travail a été fait par le gouvernement chinois avec ce plan de relance absolument phénoménal qui a tiré tout le monde, de l'Italie à l'Afrique, en passant par les Américains, les Latino-Américains, tout le monde en a profité pendant 2-3 ans. Et puis, le soufflet est retombé quand la Chine n'a plus les moyens de continuer à alimenter cette dette absolument monumentale pour tirer sa croissance. Je voulais juste revenir sur ce grand marché et l'idée qu'on a un savoir-faire européen qui peut intéresser la Chine. Certes, la Chine en a bien usé d'ailleurs. Et quand on regarde ce qui se passe dans l'aéronautique, vous avez d'ici 2021, vous aurez une aviation chinoise qui viendra concurrencer Airbus et Boeing. D'ici là, vous avez déjà une dizaine de constructeurs automobiles chinois qui viennent tailler des croupières ou refermer les portes qui s'étaient ouvertes aux grandes entreprises exportatrices de l'automobile. Un Geely chinoise qui entre au capital de Daimler de manière assez agressive et la Smart qui va être produite en Chine dorénavant. Donc, voilà, bien évidemment, il y avait des potentiels et des opportunités énormes. Le tout est de se protéger également. Et je pense qu'on a un devoir de protection sans être de vilains protectionnistes, tout simplement en étant
en essayant de ne pas être naïf. Voilà, et je pense que là, c'est pas ceci évident. doit être supervisé au niveau européen parce que tout simplement, nous n'avons pas la taille critique ni la capacité de faire face à cette concurrence qui peut très rapidement devenir extrêmement déloyale, y compris derrière les sourires de Monsieur Xi. Alors justement, Véronique Riche-Flores, continuons avec l'industrie et la croissance. Qu'en pensez-vous pour nous, pour la France ? Ben, écoutez, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on comprend qu'à nouveau, depuis quelques années, l'industrie est le cœur de la croissance. Ce qui a été délaissé auparavant, au milieu des années 2000, le modèle allemand était relégué au rang du modèle japonais, n'étant plus un modèle, il fallait regarder vers les services. Vous aviez les Britanniques qui nous donnaient des leçons sur la réussite de leur modèle basé uniquement sur les services financiers. Et puis on a eu cette ouverture chinoise, ce plan de relance, et puis cette bataille qui est une bataille industrielle. Et on a pris conscience qu'effectivement, les pays qui dotés d'une forte industrie avaient une capacité de croissance et des ressources que n'avaient pas les autres. Donc aujourd'hui, l'industrie redevient absolument le nerf de la guerre. Hein, et on le comprend parce que finalement, derrière l'industrie, derrière le secteur manufacturier, il y a du transport, il y a des services, il y a tout un tas d'activités. On considère qu'en général, il y a un coefficient de 1 à 3 entre une unité de production manufacturière génère 3 unités de production dans les services. Hein. Donc on ne peut pas se passer d'industrie. Et on est aujourd'hui, la crise et la mauvaise situation économique est exclusivement due à la récession manufacturière qui frappe, qui vient du fait que les entreprises au niveau mondial n'investissent plus. Hein. Donc, on n'exporte plus, on ne produit plus de matériel, de biens d'équipement. C'est tout bête, mais ça plonge l'Allemagne en récession et le Japon aussi. Beaucoup d'économies du sud-est asiatique également. La France est moins touchée parce qu'on est beaucoup moins présent sur ce marché. Par contre, on commence à être touché par la déprime du secteur automobile. Pourquoi ? Parce qu'on a vendu beaucoup d'automobiles depuis 10 ans, finalement, malgré tout, à coup de soutien et de politiques encourageantes. Et que le cycle s'épuise. Donc on compte beaucoup sur le renouvellement des nouveaux modèles, l'électrification, etc. Mais c'est long et puis ces nouveaux modèles sont chers, on a des taux d'endettement élevés. Donc tout ceci montre que les perspectives industrielles sont quand même un sujet qui est peu probable, en tout cas difficilement envisageable d'imaginer une reprise très rapide. Ça veut dire que finalement la France est peut-être un peu protégée par rapport à une Allemagne qui est très manufacturière, une économie italienne également très manufacturière. La grande crainte, c'est que néanmoins, quand ces deux voisins vont mal, la France a du mal à performer également. Donc voilà, sur l'industrie française, je pense qu'aujourd'hui, la préoccupation, c'est plutôt est-ce qu'on est à l'abri d'une espèce de contagion de la mauvaise santé de l'industrie chez nos plus grands partenaires. Et à côté de ça, mais là je ne vais pas le développer, il y a tout un mouvement d'innovation qui est intéressant, qui peut donner du sang neuf, redonner du souffle à la France. Donne à terme. Mais ce n'est pas la problématique immédiate d'un point de vue conjoncturel. Il faut attendre un petit peu pour voir les effets de... Voilà. On n'est pas les seuls, on a des concurrents dans de nombreux domaines. Donc la bataille continue. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Véronique Riche-Flores. On va faire notre seconde pause musicale et on revient avec vous pour changer de sujet. On va parler de Manutan et des entreprises de taille intermédiaire. Bon, c'était... Donc, Super. Si vaste, Ouais, bravo. ah non, mais elle est top, Véronique Riche-Flores. C'est vraiment super. Mais vous êtes tous super, vous savez, tous les jours, depuis 2 ans que je fais cette émission, j'avoue que franchement, il y a des entreprises, c'est super d'entendre parler les chefs d'entreprise. Hein. La Chine, ils ont aussi une capacité à passer à long terme. Ils se projettent dans des... C'est pour ça aussi, sans doute, qu'ils n'ont pas attendu d'avoir Donald Trump pour comprendre que d'accord. la multilatéralisation et le commerce mondial, ça devient très difficile. Donc ils passent par d'autres voies qui sont éminemment stratégiques également. Qui ? Les Chinois. Ah oui. Puis ils ont une capacité à raisonner à 20 ans. Puis le problème, c'est qu'ils ne respectent aucun contrat. La C'est ça directive surtout. de Riga qui fixe le projet de cette nouvelle route de la soie a été signée le 3 et 4 novembre 2016, 4 jours avant l'élection de Donald Trump. Moi, je trouve que c'est la grande Chine, la grande stratégie. Oui, mais on dit que la Chine regarde le monde à plat et qu'en fait,
comme ils regardent le monde, ils estiment que leur domination doit aller jusqu'au bout de la France, puisqu'ils estiment que c'est toute l'Europe, en fait, tout notre continent. C'est ça. Alors, quand on écoute Xi Jinping, notamment lors du dernier congrès, ses propos sur la volonté d'étendre non seulement les entreprises chinoises, le modèle chinois, voilà, parce que derrière la route de la soie, en anglais c'est belt, c'est la ceinture. Donc on ceinture bien quand même tout l'ensemble. Et c'est là qu'on sent qu'on a une faiblesse, nous, ou une sorte de naïveté peut-être, contre laquelle il faut qu'on se... Ça va être dur. Court-termisme. Et puis, parce que l'intérêt du court terme, toujours. On est trop à court terme. Les politiques ne savent pas réfléchir à long terme. Ouais, et puis les politiques et puis l'opinion publique. Et puis, bah oui, mais parce qu'on les a pas formés. On a les politiques qu'on mérite aussi. C'est ça. Là, qu'en ce moment, quand vous êtes Emmanuel Macron, raisonné à 20 ans, quand on vous dit qu'un grand débat de 3 mois, c'est trop court et que vous tardez à sortir du grand débat, alors que c'est difficile quand même, parce que... Non, mais on n'a jamais dit qu'être politique, c'était facile. Et puis la démocratie par rapport à... c'est pas une démocratie. Mais ce qu'on dit sur Xi Jinping, le pire, c'est son application personnelle. Il a fait une application à son effigie pour le culte de la personnalité. C'est quand même incroyable. Si on regarde, par exemple, Haussmann, Napoléon III, c'est des transformations à la chinoise, mais ça s'est fait, c'était pas une démocratie aussi. En fait, Haussmann, quand ils ont dit on trace Paris, et en fait, la Chine, ils ont cette capacité aujourd'hui entre la décision et l'exécution. Nous, on n'est plus dans une démocratie de décision. Très peu, c'est très difficile aujourd'hui de décider de faire appliquer. On est dans une démocratie d'abord de l'opinion, participative. C'est là où on voit les limites de la démocratie finalement, et on commence à se poser des questions. Vous ne trouvez pas? Et d'un autre côté, quand on réfléchit sur le bon, il faut qu'on avance, parce qu'il est tard déjà. Quand vous voulez, vous sortez. Nous voici de retour au bar de l'économie. La première pause musicale, j'ai oublié de vous donner les titres, c'était REM avec Losing My Religion. La deuxième, là, que vous venez d'entendre, c'est Lara Fabian et Morane avec Tu es mon autre. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Véronique Riche-Flores, qui est économiste, et qui nous a fait un tour sur la Chine et l'industrie française et sa croissance. Et puis, je suis en compagnie de Pierre-Olivier Brial, président de Manutan et président du club des ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire, de Boris Imbert, fondateur du cabinet Ma Wenzi Partners, et puis de Jean-François Benon, qui va nous parler d'aéronautique. Alors, on va tout de suite passer la parole à Pierre-Olivier Brial. Alors, Manutan, en 50 ans, une expertise, 150 000 ou 200 000 mêmes références. Comment on construit un groupe, une ETI française, pas à pas finalement? Expliquez-nous un petit peu. Alors, Manutan, c'est une histoire, effectivement, qui a plus de 50 ans maintenant. Alors, lancée par la famille Guichard. Donc, moi, je suis directeur général des Liens. Je ne suis pas président, je ne voudrais pas prendre la place du fondateur. Sur une idée assez simple mais innovante dans les années 60, qui était la vente par catalogue en B2B. Voilà. Et ce qui était très innovant, c'était de livrer directement le produit à un bureau, ça n'existait pas, ou dans une usine, et d'afficher des prix, parce que personne n'affichait les prix en B2B. Alors, Manutan, c'est une ambition assez vite d'étendre à l'Europe, puisque l'entreprise, en 1974, va en Angleterre, ce qui était quand même pour une PME de l'époque assez innovant. Et puis ensuite, c'est un groupe qui s'est construit par de la croissance de son offre, donc de la manutention, l'entreprise s'est beaucoup élargie, le rachat d'entreprises, qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a un groupe européen, et puis depuis 7-8 ans, une transformation digitale très forte, qui fait qu'aujourd'hui, une société par catalogue, on est devenu une société très technologique, avec beaucoup d'entrepôts, beaucoup d'informatique, et qui tire aujourd'hui très fortement notre croissance. Alors, donc vous avez dit une multiplicité des produits, ça va des produits industriels aux accessoires de bureau, les stylos, enfin j'en passe. Vous avez aussi réfléchi sur, j'aimerais bien qu'on en parle, sur l'installation d'une future classe. Vous réfléchissez même sur les équipements des classes de nos bambins de maternelle. Expliquez-nous un peu la classe du futur, c'est quoi pour vous? Alors, le groupe Manutan, depuis quelques années, on s'est développé dans le monde de la collectivité. Donc on a racheté des sociétés, dont les actifs de la CAMIF, CAMIF Collectivité. On a racheté Casalsport, on a racheté Pichon, donc c'est vraiment un deuxième pôle qu'on a construit pour le groupe. CAMIF Collectivité est devenu Manutan Collectivité, et on a beaucoup effectivement réfléchi, on réfléchit encore beaucoup à la nouvelle classe.
En fait, sur un constat assez simple, c'est que quand on parle de la nouvelle classe, on parle beaucoup d'applications digitales, on parle beaucoup de technologies de l'Internet dans l'école, mais en fait, on parle peu de comment le mobilier doit s'organiser. De quoi ont besoin les professeurs, de quelle organisation de classe ils ont besoin, sachant que ça ne sera jamais du tout digital. Donc les professeurs ont besoin de moments de collectifs où les élèves par exemple doivent être en rond, ensuite en cercle, et puis 10 minutes après on change d'activité, chacun doit être devant son bureau. Et donc en fait on voit que les nouveaux apprentissages, c'est pas que le digital, c'est aussi l'apprentissage du travail collaboratif, c'est la co-construction. Et donc on a défini des nouvelles classes qui permettent aux professeurs d'adapter le volume de la classe, d'adapter l'aménagement au type d'apprentissage à l'instant même où ils sont en train de les pratiquer avec les enfants. Alors, vous avez dit tout à l'heure que finalement la force de Manutan, c'est sa transformation depuis de longues années d'aller vers le digital. Ça veut dire quoi pour vous le futur donc du commerce tel que vous l'entendez? Alors la transformation digitale, nous, un petit mot peut-être sur la façon dont on l'a faite, c'est que la difficulté, on vient du monde du catalogue. Donc on a assez vite compris, en voyant notamment les difficultés de la Redoute les 3.6, qu'il fallait à tout prix sortir de ce modèle-là, aller vers l'Internet, mais beaucoup plus que l'Internet, parce que la transformation digitale, c'est beaucoup plus que vendre en ligne. C'est dans bien des cas des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de référencer des offres, des nouvelles façons de regarder la relation avec ses clients. C'est très profond en réalité la transformation digitale, et moi je dis toujours, c'est chaque fois qu'on pense avoir atteint une salle, on ouvre une nouvelle porte, parce que vous avez des modes de travail radicalement différents. La vraie difficulté pour une entreprise comme Manutan, c'est pas tellement de savoir où on veut aller, parce que des idées on en a beaucoup, et donc par exemple on a lancé des applications pour les grands comptes, pour leur permettre de prendre le contrôle de leurs achats, donc on a beaucoup d'idées. La vraie difficulté, c'est comment vous amenez 2200 collaborateurs dans une entreprise qui a plus de 50 ans, donc des collaborateurs qui sont pour souvent nombre d'entre eux en poste depuis longtemps. Et on est assez persuadé que c'est pas en disant que vous allez être remplacé par un robot, c'est pas si je vous dis demain la radio sera faite par un ordinateur qu'on saute au plafond en disant c'est génial. Et donc nous on a beaucoup travaillé d'abord le sens. C'est qu'en réalité la transformation digitale, ça nous a fait revoir en profondeur notre mission, à quoi on servait, à quoi on sert en tant qu'entreprise. Et au cœur de cette transformation digitale, on a mis une université. Parce que nous, on est assez convaincus que d'abord, la transformation digitale passe par de l'apprentissage, mais passe aussi par de la confiance. Et l'université, c'est un endroit où les collaborateurs prennent confiance. Alors parfois, pas des voies détournées, hein, du chant, du théâtre, pour déjà dire, oui, je peux changer, je peux évoluer. Je peux faire autre chose. Voilà, je ne suis pas que quelqu'un qui saisit des commandes. J'ai plein de capacités, voilà, finalement. J'ai plein de capacités. Deuxième élément, c'est faire prendre conscience que dans un métier, il y a différentes étapes, et que certaines, aujourd'hui, ont moins de valeur, peuvent être automatisées, mais qu'il y a tout un champ d'activités qu'on ne fait pas. Par exemple, on considère dans le service, quand vous prenez une activité de service, il n'y a que 13% des activités qui servent vraiment aux clients. Tout le reste, c'est très simple. Quand je me lève pour aller prendre un papier à la photocopie ou à l'imprimante, ça n'a aucune valeur pour mon client. Par contre, quand je lui parle et je lui délivre une information produit, ça a beaucoup de valeur. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que finalement, seulement 13% du temps que passe un collaborateur a une forte valeur pour un client, et que tout le reste peuvent être des tâches finalement administratives. Et tout l'enjeu aujourd'hui dans la transformation digitale, c'est comment ces 13% deviennent 15-20%, et comment les collaborateurs vont vers ces activités qui sont souvent plus intéressantes, et du coup acceptent qu'un certain nombre d'activités, saisir une commande, répondre à des questions simples, puissent être fait par des outils digitaux. Et donc ça, c'est fondamental, parce que la vraie difficulté de la transformation, encore une fois, c'est d'amener les hommes et les femmes à s'y engager, à y trouver de l'énergie, et surtout à y trouver du sens, parce que le digital pour le digital, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc en fait, la meilleure manière, si je résume ce que vous venez de dire, c'est de former le salarié à d'autres choses, et c'est pour ça que vous avez créé une université à l'intérieur de Manutan pour vos propres salariés. Oui, pour nos propres salariés. Donc chaque salarié est obligé, enfin il y va combien de fois? Est-ce que c'est des cursus de formation? Comment ça se passe? Alors les salariés, il y a des activités libres qui sont avant leurs heures de travail, le midi, le soir, et là par exemple c'est du théâtre, du jardinage, des cours de cuisine. Et là encore une fois, c'est je me développe, je prends confiance. Parce qu'on se rend compte souvent que pour beaucoup de personnes, le terme même de développement personnel est un peu nouveau. Voilà, les gens ne savent pas ce que ça veut dire finalement. Pas tout le monde a grandi dans des univers où on vous
vous a expliqué qu'on peut se développer. Pas tout le monde a fait des écoles ou a eu accès à des modules de formation, etc. Donc ça, c'est déjà très important. Ensuite, évidemment, dans l'université, on apprend son métier, comment il évolue. On forme l'ensemble de nos managers et on design des nouvelles solutions. Et donc l'université, c'est aussi un endroit ouvert qui est très lié, par exemple, à notre laboratoire digital. On reçoit des clients qu'on écoute pour créer des nouvelles solutions. Donc elle est totalement intégrée dans la transformation digitale. Alors, est-ce que donc vous êtes président vous avez créé le club des ETI d'Île-de-France? Est-ce que dans les ETI, les entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles vous collaborez dans ce club, est-ce que vous en êtes tous conscients de cette transformation digitale? Où est-ce qu'on en est en ce moment? Alors oui, on en est très conscient. D'ailleurs, on a sorti la semaine dernière un guide de la transformation digitale où on a interviewé des patrons et on a construit à The Camp à Marseille, on a réuni 20 patrons et on a co-construit le retour sur comment on avait digitalisé nos entreprises. Donc oui, on en est très conscient. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives dans l'ensemble des ETI du club sur la digitalisation, soit de leurs relations clients, soit de leur processus, soit de la façon dont ils travaillent avec leurs fournisseurs. Donc c'est très présent. C'est très présent. Oui. Et donc, pourquoi avoir créé ce club finalement en Île-de-France? Alors, d'abord, il y a la question de l'enjeu des ETI. Peut-être un mot, qu'est-ce que c'est qu'une ETI? Une ETI, c'est une entreprise qui a entre 250 et 1500 salariés, pour faire simple, et un chiffre d'affaires compris entre 250 et 5000 salariés, excusez-moi, et un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1,5 milliard. Confusion que j'ai faite. Aujourd'hui, les ETI sont le poumon de l'économie française. D'abord, ce sont les premiers créateurs d'emplois. Donc l'INSEE a montré que de 2009 à 2015, les ETI ont créé 325 000 emplois nets, premiers contributeurs. 34% des ETI dans l'industrie, pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, 34% dans l'industrie, quasiment toutes exportatrices. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on en a 5600 et que l'Allemagne en a 12 000. Absolument. Ça, c'est fondamental. Et puis, sujet d'actualité qui est critique, c'est que les ETI sont les entreprises des territoires. 68% d'entre elles sont en dehors des grandes métropoles. 75% des ETI sont familiales et très attachées à leur territoire. Nous, Manutan, ça fait 40 ans qu'on est à Gonesse. L'investissement, on a investi 80 millions d'euros à Gonesse il y a 8 ans. Il est évident que si on raisonnait en termes purement économiques, mettre un entrepôt là, etc., c'est peut-être pas là qu'on l'aurait fait. Mais l'ETI est très attaché à son territoire, très attaché à sa responsabilité. Et aujourd'hui, le combat qu'on mène pour les ETI, déjà au niveau du métier, qui est le mouvement national, et ses aménagements de clubs régionaux, c'est vraiment faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs de la politique économique, du poids des ETI, et de faire en sorte qu'elles ne soient pas dans l'angle mort de la politique économique. Et c'est un combat, certes pour les ETI, mais c'est un combat qui dépasse largement le cadre des ETI, parce que c'est vraiment la question de l'économie nationale, des territoires, de la compétitivité. C'est carrément la question de l'industrie, compose de l'industrie française, non? C'est la question de l'industrie française, c'est la question aujourd'hui des territoires. C'est vraiment la question des territoires. Pourquoi on a ces phénomènes dans les territoires? C'est parce qu'on a une désindustrialisation massive ces dernières années. Une France qui est très schizophrénique avec les taxes de production. Parce qu'on a un gros problème, c'est qu'on a fait financer l'économie territoriale par les taxes de production qui ont explosé ces dernières années. Et donc aujourd'hui, on se réveille un matin en se disant mais en fait on a de moins en moins de TI, on a des territoires qui sont désaffectés, et comment on s'en sort? Et donc c'est pour ça aujourd'hui que vous avez créé ce mouvement. On crée ce mouvement. Alors il est parti d'un constat d'abord de la région aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre. Dans son plan, notamment Smart Industrie, la région est partie du constat qu'ils connaissaient bien les startups, bien les TPE, les grands groupes ont besoin de personnes. Et qu'au milieu, les ETI étaient mal connus. Nous, on est aussi parti du constat que si on voulait se faire entendre, si on voulait se rapprocher des écoles, si on voulait ne serait-ce que pourvoir des emplois, parce qu'on a énormément d'emplois à pourvoir aujourd'hui, il fallait qu'on se fédère, il fallait qu'on se fasse connaître, parce que finalement, à qui je parle quand je parle à une ETI, c'était pas toujours évident. Donc ça a été le club. Et alors le club, pour faire rapidement, c'est 3 activités. La première, ce sont des rencontres 4 à 5 fois par an entre dirigeants. PDG, DG, et où on partage sur nos expériences. Et puis on reçoit un acteur du monde politique pour des échanges sans filtre, où là on échange réellement de patron à patron, jamais d'intermédiaire. Ça c'est vraiment notre credo. Deuxième élément, on a défini des chantiers de travail avec la région. Alors je vais en donner 2 pour faire simple. Hier, donc la rencontre entre les TPE, les PME, les startups de la région et les ETI, c'est notre chantier achat.
On a un chantier innovation dans lequel aujourd'hui on est en train de s'associer à des startups pour faire connaître nos besoins et avec un incubateur qui nous aide à travailler ensemble. On a un chantier marketing des ETI sur lequel Boris Imbert reviendra, puisqu'on est la première région à avoir vraiment caractérisé ce que c'est que les ETI. Et on co-construit les politiques régionales. Par exemple, la politique IA de la région a été... Intelligence artificielle, ça veut dire artificielle. On a été audité en amont, et ça c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une initiative économique, les ETI sont consultés en amont, et évidemment, on met ça en avant. Et puis on met nos collaborateurs en réseau. On a des vendredis ETI, des DRH, etc. Parce qu'on se fait miroir dans nos expériences, et on a une volonté aussi que des PME deviennent des ETI. Mais est-ce que du coup, vous êtes entendu plus haut, j'allais dire, au niveau carrément du ministère de l'économie et des finances? Parce que c'est ça qui compte, hein. C'est qu'on prenne conscience d'une manière générale, finalement, de ce formidable ressort qu'on a en France et qu'on n'utilise pas, c'est l'entreprise industrielle. Oui, alors de plus en plus. Donc les ETI ne sont pas que des entreprises industrielles. C'est vraiment aujourd'hui tout un écosystème avec beaucoup d'entreprises technologiques, des entreprises dans les services. Oui, on est de plus en plus entendu. D'une part parce que le métier fait un travail de fond depuis des années. La catégorie ETI n'a que 10 ans. C'est pas si vieux. Avant, ça n'existait pas. Parce que nous aussi, on se mobilise. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience très forte de la nécessité qu'il y a effectivement pour la France d'avoir une économie industrielle forte dans les territoires. Et donc, il y a un moment ETI, vraiment un moment ETI, parce qu'une compréhension, notamment d'une nouvelle génération politique, aujourd'hui, de l'importance de développer ce réseau. Encore une fois, c'est le premier créateur d'emplois. Donc, c'est quand même aberrant si à un moment donné, les politiques économiques ne sont pas orientées sur ceux qui créent le plus d'emplois. Donc ça, oui, c'est compris maintenant. Merci beaucoup pour cette analyse, Pierre-Olivier Brial. Je ne vais pas détailler sur les ETI parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait plusieurs points au niveau de qui elles sont et dans quel domaine elles travaillent. On va tout de suite poser la question à Boris Imbert. Vous avez fait carrément, puisque vous êtes le fondateur du cabinet Mawenzi Partners, vous avez fait carrément une étude sur les ETI et on peut en parler si vous voulez bien. Et puis du marketing également des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Avec plaisir. On a fait effectivement une étude pour le club ETI Île-de-France. En fait, pour lancer la première étude, une première étude qui n'existait pas jusque-là, pour caractériser les ETI en Île-de-France. On peut trouver des bases qui existent, des bases INSEE à droite à gauche, mais dans ces bases INSEE, on va trouver beaucoup d'entreprises qui en fait sont des fausses ETI ou qui ne rentrent pas dans le champ qu'on pourrait appeler ETI. Donc, par exemple, on a pris, si je prends l'exemple de l'Île-de-France, on a pris une base Amadeus, 2700 ETI. Là-dessus, sur ces 2700, on en a retiré à peu près 1000, un petit peu moins, qui sont des filiales de Procter & Gamble, par exemple, d'Orangina. Voilà. On ne peut pas dire que Orangina aujourd'hui est une ETI. Non, bien sûr. On en a ensuite rajouté, donc ça a été un travail de fourmi, manuellement, pour se dire, en Île-de-France, car telle et telle entreprise n'ont pas été identifiées, on en a rajouté. Et donc on est arrivé à peu près, en Île-de-France, à 1800 ETI, ce qui représente environ 30% des parts des ETI françaises. Donc l'Île-de-France aujourd'hui... Un gros poids dans l'économie. 30%. Donc 30% à la fois du chiffre d'affaires. Donc 1800 ETI, on parle d'1 million 200 000 salariés. Donc là aussi c'est important, on est plutôt à 34%. Et on parle de 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc un poumon économique extrêmement important. Et comme le disait Pierre-Olivier tout à l'heure, sur la partie création d'emplois, en Île-de-France, on parle depuis 2012 d'une création de plus de 100 000 emplois. Donc c'est vrai pour les territoires, c'est vrai pour les territoires d'Île-de-France également. C'est un poumon économique extrêmement actif. Voilà, une ETI aujourd'hui moyenne, donc on parlait des chiffres qui caractérisent l'ETI. Si on regarde en Île-de-France, on parle en moyenne d'environ 700 salariés, 225 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et une longévité ou une durée d'environ 30 ans. Et pourquoi une durée limitée à 30 ans justement? Non, en fait, ça fait 30 ans en moyenne, ça fait 30 ans qu'elles existent. Ah, ça fait 30 ans qu'elles existent, d'accord. La plus ancienne ayant un peu plus de 100 ans. Alors on dit que les entreprises ont du mal à trouver des talents. Est-ce que vous le ressentez, vous, Pierre-Olivier Brial, et vous, Boris Imbert, puisque vous êtes consultant auprès de différentes entreprises? Oui,
Oui, Vous le ressentez aussi? Oui, nous on le vit chez Manutan. On a des postes ouverts en permanence. Au club ETI, énormément. On a des adhérents dans le BTP qui nous disent on n'a pas aujourd'hui suffisamment d'ouvriers et d'ingénieurs pour construire le Grand Paris. Dans l'industrie, énormément de nos membres aussi cherchent des emplois qualifiés. Donc on a un vrai déficit d'emploi sur lequel on se mobilise beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on se fédère, hein. C'est aussi une question d'image. Vous avez aujourd'hui dans le club ETI des pépites, des entreprises incroyables, inimaginables. Et donc on veut les mettre en avant parce qu'il faut que les jeunes connaissent ces ETI. On va avoir des écoles. Moi je suis très frappé, par exemple pour Manutan, on est en partenariat avec l'INSA. Et aujourd'hui, on est quasiment un des premiers maintenant pourvoyeurs de stage de la filière génie informatique de l'INSA, devant L'Oréal, donc on est assez fiers, parce qu'il y a une recherche de sens aussi assez forte de ces étudiants, mais il faut se faire connaître. Et c'est en allant dans les amphis, en se faisant connaître, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, vous pensez grand groupe, on pense start-up, on ne pense pas forcément ETI, mais on a un réservoir d'emplois. Et ce qui est très paradoxal, hein, c'est que ce sont des emplois dans les territoires, là où effectivement aujourd'hui on a parfois des taux de chômage qui sont extrêmement importants. Donc on travaille beaucoup aussi avec les collèges et les lycées. Il faut à tout prix que les jeunes connaissent les métiers de l'industrie. On a encore une image parfois de l'industrie un peu au temps de Zola. Très vieillotte, oui. Très vieillotte. Voilà, l'industrie, ça n'a plus rien à voir avec ça, mais vraiment plus rien à voir. Et donc c'est un travail de fond qu'on mène pour prendre à la base les jeunes. On s'associe aussi, par exemple, on a des initiatives avec des organismes comme Simplon, Simplon remet en fait des gens à l'emploi via les métiers du digital. Un de nos adhérents, Septodon, a financé une école Simplon dans le 94. Donc on a beaucoup d'initiatives autour de l'emploi. Alors justement, vous aussi, Boris Imbert, est-ce que vous ne pensez pas que en fait, les industries, les entreprises devraient aller carrément dans les lycées, puisqu'on voit que 50% de toute façon des jeunes qui sont en terminale ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans le futur? J'ai découvert en faisant cette étude et en rencontrant de nombreux dirigeants d'ETI à quel point la scolarité française était déconnectée du monde de l'entreprise. Alors, évidemment, j'ai des enfants, je le vois bien, je suis moi-même allé sur les bancs de quelques écoles, mais à ce point-là, le point dont vous parliez de l'attractivité des talents et du recrutement, Pierre-Olivier le disait, c'est effectivement aujourd'hui le premier défi que rencontrent ces ETI. Il y en a d'autres, on peut parler d'internationalisation, et d'instabilité du commerce mondial, d'une forme de lourdeur administrative parfois française, mais en moyenne, ce qui ressort, c'est l'attractivité des talents. Et donc, il y a de nombreuses universités internes dans les entreprises qui se sont créées. On avait l'exemple tout à l'heure de Manutan, on en trouve dans de nombreuses ETI, pour quasiment former directement des talents, pour ensuite pouvoir les embaucher dans leurs propres entreprises. Ce qui est une forme de compensation d'un manque aujourd'hui dans l'éducation de proximité avec de réalité économique avec les entreprises. Et c'est quand même incroyable dans un pays à 9%, 8%, j'espère demain moins de chômage, de se dire qu'il y a autant d'ETI, d'entreprises qui cherchent à recruter, qui ne peuvent pas recruter. Je le redis, le nombre de DG qui me disent « Moi aujourd'hui, j'ai des postes ouverts, je ne trouve pas, j'ai des temps de formation ensuite, mais je ne trouve pas. » Alors je ne veux pas reprendre l'expression « Il suffit de traverser la rue », parce que parfois c'est un peu plus loin que la rue quand même. Mais voilà, il faut au moins traverser la route, mais en traversant la route, et je rejoins Pierre-Olivier là-dessus, que les jeunes soient au courant de ça, il y a des emplois aujourd'hui qui existent en France dans le monde de l'industrie, dans le monde des services. Une anecdote sur l'industrie, on disait... les jeunes ont une mauvaise image de l'industrie. Un des patrons de ces ETI me disait « Regardez, quand vous cherchez à symboliser, c'est tout bête, hein, par un pictogramme une industrie, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une usine, une fumée, et de la fumée qui sort. » Il me dit « Aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des usines, il n'y a plus de fumée qui sort. À l'intérieur, elles sont extrêmement digitalisées, on parle d'industrie 4.0. Vous pouvez quasiment déjeuner, voire dormir dans le bâtiment. Dormir par terre. » Exactement. Et donc cette image-là est à changer. Et plus que ça, puisqu'on parle d'ETI, on parle beaucoup de chiffres, et je voudrais revenir sur le sens que ces ETI ont, sur l'ancrage dans les territoires et sur le sens que ça donne à l'entreprise. C'est un capitalisme à la française, c'est un capitalisme raisonné, c'est un capitalisme souvent de long terme. Vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi 30 ans?
Très souvent, les ETI sont familiales. Souvent, on parle, on est exactement entre la deuxième et la cinquième génération pour la plupart de ces entreprises. Donc elles raisonnent long terme, elles ne raisonnent pas au trimestre, elles se disent qu'elles ont un rôle dans la société voilà. Je trouve aujourd'hui que ce point-là n'est pas suffisamment dit, n'est pas suffisamment connu. Et une nouvelle fois, ces ETI doivent permettre de réconcilier la France avec ses entreprises et particulièrement avec son industrie. Alors Pierre-Olivier Brial, vous parliez des stages, mais vous parliez des stages de gens qui sont déjà en études supérieures. Qu'est-ce que vous pensez de mettre des stages à des âges de type seconde, puisqu'on fait déjà le stage de troisième? Est-ce que ça vous paraît pas plus concret pour des jeunes? Je pense que c'est une très bonne idée. Moi, je pense qu'on devrait avoir quatrième, troisième, seconde, première, terminale. Vous avez un livre qui vient de sortir qui s'appelle Les Invisibles de la République, que j'invite tous les auditeurs à lire, qui montre que 60% aujourd'hui des jeunes Français vivent dans les petites et moyennes villes, ces fameuses France périphérique. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont des familles qui n'ont pas de réseau, qui ne sont pas forcément elles-mêmes dans une entreprise. Et donc le problème de ces jeunes, c'est qu'ils ont une vision extrêmement limitée des emplois et vont faire des stages là où ils peuvent. Et l'éducation nationale essaye de faire des choses, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'au cercle familial, et on le sait aujourd'hui, beaucoup des enfants, des cadres ou des dirigeants vont facilement trouver un emploi, un stage de troisième, etc. Donc oui, il faut à la fois, à mon avis, faire au moins un stage par an. Et d'autre part, et ça c'est ce qu'on veut faire aussi au niveau de la région, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette cartographie, c'est d'aller identifier où sont les ETI et travailler sur un périmètre de 20-30 km pour aller faire des partenariats avec les collèges, faire en sorte que les collèges viennent dans l'entreprise. Là, on s'associe avec 100 000 entrepreneurs. Moi, j'y crois énormément à ça parce qu'il faut qu'on déclenche des vocations. Et la dernière fois, Valérie Pécresse, quand on a eu la réunion annuelle du club, disait quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que la région remet des bourses de 1 000 € aux jeunes qui ont mention très bien. Et que dans certains endroits, quand elle demande aux bacheliers qu'est-ce qu'ils veulent faire, beaucoup répondent médecin. Alors qu'en fait, médecine, c'est très difficile, que beaucoup ne seront pas médecins. Mais la raison étant que pour des familles de milieux plus modestes, un médecin, c'est clair, c'est une certaine... C'est le notable voilà, de là où on c'est une accession. Alors qu'aujourd'hui, il y a des écoles, on fait une école d'ingénieur, on est quasiment sûr trouver un emploi, etc. Et donc, il y a un certain déterminisme social et il y a une reproduction du fait de l'absence de réseau de connaissances. Et là, ces deux mondes doivent se rencontrer. Très honnêtement, l'éducation nationale a beaucoup bougé là-dessus. Nous, chez Manutan, on participe à la semaine de l'industrie, on a beaucoup de demandes. Donc, beaucoup de professeurs sont très, très au courant de ça. Il faut qu'on facilite aujourd'hui la rencontre de ces deux mondes et c'est ce qu'on fait notamment avec le club ETI Île-de-France. Alors, dernière question, Boris Imbert. Une anecdote ou un point là-dessus, notamment sur les universités. Un des dirigeants d'ETI qui avait créé une université, donc une université qui ensuite proposait des formations diplômantes. Remise des diplômes, et il demande à un des jeunes qui venait d'avoir son diplôme, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors il s'attendait à dire, je vais aller faire la fête, je vais célébrer ça avec mes copains. Non, il le regarde et il lui dit, je vais aller demander mon ami en mariage, parce que maintenant que je suis diplômé, ça veut dire que je vais pouvoir avoir une situation stable, et ça veut dire que je vais donc pouvoir fonder une famille. Voilà. Je trouve que là aussi, c'est un très bel exemple à un moment donné, ce qu'une entreprise peut apporter. Les jeunes apportent à l'entreprise avec leur aspect innovant. Je pense que l'entreprise a aussi beaucoup à apporter aux salariés et aux jeunes. Merci beaucoup pour cette anecdote, Boris Imbert. Alors j'ai une question à vous poser justement à tous les deux. Un autre sujet par rapport aux ETI, c'est aux PME et au savoir français vieillissant. Je le vois par exemple en Val d'Oise. Il y a des entreprises qui appartiennent à des gens qui vont partir en retraite. Il n'y a pas de repreneur derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un terrain à associer toutes ces entreprises pour en faire justement des ETI? Comment on pourrait travailler au futur pour garder tous ces savoir-faire? Oui, c'est important. Moi, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, pour le coup, là, regardez ce que font les Allemands. Donc, il y a déjà tout le travail que fait le métier au niveau de la transmission, où quand même des avancées ont été faites. Moi, je crois qu'il faut beaucoup aussi mailler le territoire. C'est-à-dire qu'il faut identifier ces PME, il faut identifier les ETI et créer ces passerelles. Les Allemands ont une logique territoriale très forte. On a coutume de dire qu'ils chassent en meute, ils se connaissent. Ils vont ensemble à l'international. Et donc, moi, je crois beaucoup, et c'est pour ça qu'on a fait cette carte. En fait, c'est pas anecdotique, cette carte. C'est pas uniquement pour dire on a 1768 en Île-de-France. C'est que maintenant, on a l'implantation exacte des ETI.
Moi, ce que je voudrais, on est en train de travailler avec la région sur les 24 territoires, les 24 bassins, identifier les PME, identifier ces PME qui ont besoin de savoir-faire, identifier celles qui peuvent être effectivement accéder dans les années qui viennent, créer ces passerelles-là, créer les passerelles qui existent au niveau des pouvoirs publics. Et c'est ce maillage-là qui permettra de régler ces sujets. Et c'est vraiment ce à quoi on s'emploie. Et d'ailleurs, les clubs régionaux, on est en train d'en créer un peu partout en France. Merci beaucoup Pierre-Olive Rébrial et Boris Imbert d'être venus pour nous parler des entreprises de taille intermédiaire. Mais vous reviendrez, je suis sûre, dans quelques mois, dès qu'il y a une nouveauté pour nous en faire part. S'il vous plaît, on va tout de suite passer à notre chronique culinaire du jour. Bruno, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Bonjour Florence, bonjour Bruno. à toutes et à tous. Vous voyez, c'est les beaux jours qui arrivent ou qui sont pas très loin. Alors aujourd'hui, je vous propose un navarin d'agneau aux petits légumes de printemps. J'adore faire cette recette, et c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai eu droit à des standing ovations à chaque fois que je l'ai faite. Vous trouvez que j'exagère un peu, Florence? Oui, vous avez un peu raison. Écoutez, ça n'est pas de mal de se faire plaisir de temps en temps. Alors, pour cette recette, parce que bon, il est là, sur les étals des marchés, il y a plein de beaux légumes, de beaux produits dont on va se servir. Pour cette recette, c'est pour 6 personnes. Il vous faut 1,5 kg d'épaules d'agneau désossées. Vous pouvez le commander à votre boucher, c'est plus simple. 500 g de petites pommes de terre nouvelles, 500 g de navets nouveaux, une botte de carottes nouvelles, 200 g d'oignons grelots, 200 g de pois gourmands, 300 g de fèves écossais, 3 artichauts poivrades, 2 oignons, une cuillère à soupe de farine, un bouquet garni, quelques feuilles d'estragon, de la ciboulette, du cerfeuil, du persil plat, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une tablette de bouillon de légumes, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre, bien entendu. On fonce en cuisine. Petite précision, vous devez prévoir 40 minutes de préparation et 1 heure de cuisson. Vous coupez la viande en cubes, ou vous pouvez même demander à votre boucher de le faire. Vous faites revenir doucement les oignons émincés dans une cocotte avec l'huile. Dès qu'ils sont translucides, vous les retirez et vous mettez à leur place les morceaux de viande. Puis vous saupoudrez de farine et vous mouillez avec 50 centilitres d'eau, en fait à fleur de viande. Vous ajoutez le concentré de tomate, la tablette et le bouquet garni. Vous salez et poivrez, vous couvrez, vous laissez mijoter pendant 30 minutes. Pendant ce temps, vous pelez et lavez les pommes de terre, les carottes, les oignons grelots et les navets. Vous coupez les légumes en tronçons si vous jugez qu'ils sont trop gros. Vous cassez la tige des artichauts à la main et vous les coupez en deux dans le sens de la longueur. Puis vous éclautez les pois gourmands. Après 30 minutes de cuisson de la viande, vous ajoutez les légumes dans la cocotte, sauf les pois gourmands et les fèves. Vous mélangez doucement, vous couvrez et vous poursuivez la cuisson durant 15 minutes. Passé ce temps, normalement, ça va commencer à sentir bien bon dans votre cuisine. Vous ajoutez les pois gourmands et les petites fèves écossais. Vous laissez cuire encore une quinzaine de minutes à feu doux. Vous rectifiez l'assaisonnement et vous ajoutez les herbes ciselées. Ça va sentir encore meilleur. Vous vérifiez la cuisson des légumes avant de disposer votre navarin dans un grand plat de service préchauffé. Vous servez aussitôt, alors, soit avec un vin de Loire, un chinon par exemple. Moi, j'ai toujours une petite faiblesse pour les vins de la vallée du Rhône, donc un Gigondas m'irait bien à boire avec modération. Alors là, je vous entends déjà dire, oh là, c'est compliqué, je ne vais pas y arriver. Pas du tout. C'est vrai, il y a un peu de travail de plus, mais vraiment rien de compliqué, je vous l'assure. Ça vaut vraiment le coup. Et vous allez voir comme c'est agréable de recevoir des compliments de vos invités. Bonne cuisine, bon appétit, à la semaine prochaine. Je vous retrouve à 13h30 dans l'émission Sport en Val d'Oise, où on parlera judo tout à l'heure. Merci beaucoup Bruno, j'apprécie le gigondas, ça c'est super. On va tout de suite passer la parole à Jean-François Benon. Alors 2 sujets avec vous très rapidement Jean-François, c'est les salons qui arrivent, les salons de l'aéronautique. Oui, l'aéronautique c'est un secteur important pour le Val d'Oise, bien entendu. Il y a 2 manifestations sur lesquelles nous serons présents et on va chasser en meute, notamment dans ces manifestations, comme d'ailleurs à partir de dimanche, nous sommes avec Pierre Cuchy, la Chambre de commerce et une quinzaine d'entreprises en Serbie, sur une mission intéressante dans ce pays où il y a beaucoup de partenariats qui sont noués. Voilà, donc on fera la même chose sur le salon eBase, qui est le salon européen de l'aviation d'affaires qui a lieu à Genève, et nous amenons également en général
entre 12 et 13 entreprises sur cette manifestation. C'est important pour le Val d'Oise. On a l'aéroport du Bourget, tout près de chez Manutan, qui est la premier aéroport d'affaires d'Europe. Et donc le segment de l'aviation d'affaires, dans toutes ses composantes, est un segment important pour notre territoire. Et donc on va mailler cette partie de notre activité. Puis deuxièmement, on aura un mois plus tard, et ça c'est le rendez-vous tous les 2 ans, extrêmement important pour l'ensemble du pays, mais pour notre territoire aussi, le Salon du Bourget, le Salon international de l'air et de l'espace. Nous serons présents évidemment aux côtés de la région d'Île-de-France et de nombreux partenaires. Il y aura au moins une 50aine de PME, PMI du Val d'Oise qui exposent au Salon du Bourget. C'est énorme, ça montre la composante de ce territoire, à la fois dans toutes les composantes de l'aviation, d'ailleurs depuis la construction aéronautique avec Dassault, qui prévoit d'ailleurs son déménagement d'ici 2021 depuis Argenteuil vers une usine ultramoderne de 50 000 m² à Cergy-Pontoise, un superbe investissement industriel qui va pérenniser l'implantation de Dassault dans le Val d'Oise, mais également tous les sous-traitants à la fois d'Airbus, de Boeing et Airbus Hélicoptère qui est également au Bourget, et toute la composante MRO, ce qu'on appelle le MRO, c'est-à-dire la maintenance aéronautique, puisque le Val d'Oise est aussi une terre de maintenance avec la présence massive des investissements d'Air France Industrie, Air France KLM Industrie, qui sont extrêmement présents avec des gros investissements. Voilà, donc tout ça pour dire que cette filière aéronautique, elle continue à être extrêmement stratégique pour nous, à côté de celle de la sécurité. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur le domaine de la sécurité avec notre cluster qui est également en plein développement, et donc voilà, c'est un signal que nous donnons pour conforter et appuyer au moment même, et je termine là-dessus, et c'était dit tout à l'heure par Madame Richeflower, le fait que nous avons des compétiteurs internationaux qui sont pas inactifs. Elle citait l'arrivée des Chinois dans l'aéronautique civile. C'est vrai que quand on voit la société Comac, moi j'ai eu la chance de visiter à plusieurs reprises les installations de Comac à Shanghai Pudong, et on peut se poser des questions et s'inquiéter parce que l'arrivée du C919, qui est ni plus ni moins la copie conforme de l'Airbus 320, il compte à 2 cm près, sinon c'est les mêmes cotes, c'est le même avion, et avec des moteurs Safran, les meilleurs, le LEAP, on peut quand même s'inquiéter. Cet avion, le C919, vole déjà. Il y a encore des mises au point, il n'est pas encore totalement opérationnel, mais les Chinois, qui sont des gros consommateurs et des gros acheteurs d'Airbus, ne cachent pas, quand on discute avec eux, on en avait parlé avec le vice-président de China Eastern il y a quelques temps, on lui a posé la question, et lorsque le C919, l'équivalent de l'Airbus 320, va voler, qu'est-ce que vous allez faire? Et il avait répondu très clairement, on achètera du Comac, et l'avion C919, qui n'est pas encore en service, est déjà commandé à plus de 900 exemplaires en Chine, ce qui veut dire que nous avons, pour nos industries aéronautiques européennes et françaises en particulier, quand même de vrais questionnements à avoir. Il ne suffit pas d'aller vendre 300 Airbus aujourd'hui en Chine, fabriqués d'ailleurs à Tianjin, dans une superbe usine qu'on a visitée à côté de Pékin. C'est de se poser des vraies questions sur la compétition qui arrive. On l'a vu, on en parlait tout à l'heure dans le domaine de l'automobile, où aujourd'hui les Chinois sont les leaders dans tout ce qui est le véhicule électrique et surtout dans le bus électrique. Voilà. Donc ça, c'est des vrais questionnements, et il faut que nos PME, PMI, nos ETI et les grands groupes dans le domaine aéronautique, comme dans le domaine automobile, comme dans le domaine de la sécurité, comme dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme dans le domaine des batteries électriques, se posent quand même des vraies questions par rapport à cette compétition qui est en train de s'exacerber. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Benon pour ce point sur l'aéronautique. En tout cas, merci à tous pour votre présence en studio ce matin. Pour ma part, je vous retrouve lundi, puisque demain, c'est Jacqueline Boras qui sera au micro à ma place, comme tous les mardis et les vendredis. Bonne fin de semaine à vous tous, et je vous dis à lundi pour d'autres invités. Merci. Merci Benon. Merci. Merci, oui.